On va vous présenter tous les deux avec Laurence un projet de recherche qui est en cours, qui n'est pas achevé. Donc on va essentiellement vous parler de la démarche, même si Laurence présentera quelques premiers résultats du terrain Cali. Mais l'objectif, c'est vraiment de discuter avec vous de notre démarche, de nos motivations, des obstacles qu'on a rencontrés, qu'on rencontre toujours dans le déroulé de ce projet de recherche. Donc je vais juste commencer par parler un peu de la genèse de ce projet, et puis après je passerai la parole à Laurence et je la reprendrai à la fin sur la partie Canti. Donc si je me souviens bien, mais évidemment c'est ma façon de voir les choses, c'est en fait Laurence qui est venue me voir avec Nicolas Goujon. Donc Nicolas Goujon, qui est là peut-être? C'est arrivé, je pense. Il était là hier. Ils sont venus tous les deux me voir parce qu'ils avaient des questions de recherche portant notamment sur l'utilisation qui était faite par les bénéficiaires de l'AME. Recouraient-ils au système usuel, au système de droit commun du système de santé, ou continuaient-ils à utiliser le système d'exception? Donc c'était un peu l'objet de départ. Et puis moi, je travaillais avec des collègues économistes, puisque je suis économiste et Laurence est anthropologue, donc évidemment, le spectre est assez large. Et donc, je travaillais, moi, avec de longue date avec des collègues de l'IRDES et de l'Université Paris-Dauphine sur des questions d'assurance santé, notamment d'accès à l'assurance santé pour les populations les plus pauvres. Mes collègues avaient spécifiquement travaillé sur la question de l'accès aux soins des migrants. Et donc, on a décidé de se réunir et de monter un projet ensemble qu'on a déposé pour un appel d'offres ANR et qu'on a obtenu. Donc comme vous le voyez, on va venir tout de suite plus précisément sur les objectifs, mais pour rebondir sur ce qui a été dit hier, je n'ai pas été hier, mais Laurence m'en a parlé, l'objectif premier du projet, c'est de produire de la connaissance. Puisque vous savez, c'est un objet compliqué, beaucoup de choses sont dites, mais très peu de choses sont connues. Donc l'objectif premier, c'est de produire de la connaissance de manière la plus solide possible méthodologiquement. D'être très très neutre, autant qu'on peut être neutre sur cette question, mais c'est vraiment produire de la connaissance. C'est l'objet premier, même si on va un tout petit peu tout de suite raffiner les objectifs. Voilà un peu la genèse du projet. Donc comme vous voyez, c'est un projet mixte, on va beaucoup insister dans la présentation là-dessus. Donc les études mixtes, c'est très à la mode, aujourd'hui on en parle partout. Concrètement, dans la vie concrète d'un projet, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les angles d'attaque sont quand même assez radicalement différents. Donc on va essayer de vous montrer en quoi notre projet est vraiment un projet mixte qui essaye concrètement d'avoir des interactions réelles qui produisent de la connaissance, justement. On va essayer de le démontrer, même si tous les jours, c'est pas facile. Voilà. On ne va pas vous raconter le détail de la vie du projet, mais c'est des choses qui sont pas faciles, parce qu'on a des visions du monde qui sont des visions différentes et qui sont irrémédiablement différentes, j'ai envie de dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des approches mutuelles fructueuses. Alors, juste sur l'objectif, donc sur le timing du projet, c'est 2007-2019, mais on va dire que c'est plutôt 2007-2020, parce que l'ANR est assez généreuse sur les capacités de prolonger les contrats, donc on est plutôt sur du 2017-2020, donc ça a commencé début 2017, on va dire, donc c'est un projet qui a 18 mois et qui a encore, on va dire, 2 ans et demi devant lui, donc c'est quand même un projet au long cours. Donc les objectifs, je les ai déjà dit, mais ils sont doubles, d'ailleurs ça crée parfois des petites, pas des tensions, mais des petites incompréhensions dans l'équipe, parce qu'au départ, c'était effectivement les modalités d'activation du droit de l'AME. Comment les bénéficiaires de l'AME utilisent leurs droits, l'objectif étant qu'ils utilisent leurs droits comme tout bénéficiaire d'une assurance maladie, quelle qu'elle soit. Et ce qu'on constate, dans tous les cas, ce que Nicolas nous disait, c'est que ce n'était absolument pas le cas, en tous les cas, pour une partie importante des bénéficiaires de l'AME. Et puis, nous, on a voulu élargir un petit peu la problématique, la question, en s'intéressant aussi à l'accès au droit. Donc il y a deux questions, c'est deux questions différentes, évidemment, c'est deux questions différentes, mais c'est deux questions qui nous intéressent. Alors au départ, peut-être qu'on avait des intérêts différents, mais l'objectif, c'est d'essayer de répondre à ces deux questions. Et puis, comme c'était dit dans la première diapo, c'est aussi une recherche-action, je sais que Laurence y tient beaucoup, et nous aussi, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de déboucher, d'arriver à proposer des améliorations du dispositif, au sens très large du terme, pour améliorer l'accès au droit. Donc c'est aussi une recherche qui a cet objectif-là.
Donc voilà pour la présentation très générale du projet. Je vais laisser la parole à Laurence. Peut-être que tu peux faire rapidement. Donc c'est juste pour vous rappeler que pourquoi est-ce qu'on aurait travaillé, merci Jérôme, pourquoi est-ce qu'on aurait travaillé sur l'aide médicale de l'État, en particulier sur ce dispositif précis. C'est pour la simple raison que c'est un dispositif qui est quand même ancien, puisqu'il a été créé en même temps que la CMU, hein, donc ça remonte à la fin des années 99, enfin c'est 99-2000, et que c'est tout en bas de la diapo, hein, mais il n'y a pas encore d'évaluation. De façon très étonnante, il n'y a pas eu encore d'évaluation de ce dispositif, d'évaluation globale en tout cas de ce dispositif, et c'est ce qui nous intéressait aussi, de modèles d'enquête par rapport à la population qui était bénéficiaire ou qui est susceptible d'en bénéficier, parce que c'est aussi ça la nuance. On n'a pas travaillé que ceux qui y recourent, mais aussi sur ceux qui éventuellement n'en sont pas informés ou n'y recourent pas. Donc, je ne reviens pas sur ce... Ne vous inquiétez pas, on peut vous laisser les diapos, hein, donc soyez tranquille. Hein, d'accord. Donc, même si il y avait une convergence d'observation hein, par rapport à des dysfonctionnements du dispositif, hein, du côté donc, des professionnels, donc Nicolas Goujon nous avait fait part, du côté aussi des rapports et des études, on avait bien sûr cherché, et les uns et les autres avaient déjà, quelques-uns en tout cas, avaient déjà travaillé sur aussi le dispositif, par exemple, qui est moins connu, qui est l'ACS, l'aide complémentaire santé, hein, puisque la CMU a été plus étudiée, la CMUC un petit peu. Voilà. Donc, ces constats-là, on les a repris, on a essayé de regarder un petit peu justement ce qu'ils pointaient. Notamment la question de la méconnaissance des droits, mais aussi de la complexité des démarches. Et on voit que comme on en a discuté un peu hier, avec l'afflux la perception d'un afflux, voire une crise migratoire, on voit que tout se précipite et il y a une complexification aussi du côté juridique hein, du droit. Donc ça devient assez compliqué. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y avait un certain enjeu à proposer à l'ANR un sujet spécifique, sachant que, juste un petit clin d'œil aux dernières élections présidentielles, l'AME était quand même au programme de certains électeurs, donc si ça se trouve, on aurait pu aussi travailler sur quelque chose qui n'existait plus, hein, si certains étaient passés au pouvoir. Voilà. Bon. Donc l'idée c'est de produire des connaissances. Je crois qu'on va passer rapidement hein, parce que Jérôme l'a dit. Hein, donc, je voulais insister absolument ce matin, qu'on insiste absolument ce matin sur la diversité déjà de l'équipe de chercheurs et chercheuses. Donc on est mixte en termes de hommes-femmes, mais aussi surtout d'institutions différentes. C'est un vrai challenge et c'est ça qui fait, je crois, la plus-value de notre projet, avec ce travail en commun avec des cultures effectivement très différentes et complètement différentes. Et c'est ça que je voulais un petit peu qu'on voit ce matin, dans la mesure où on a aussi des choses qui nous relient. Hein. C'est la rigueur scientifique, c'est je crois l'engagement qu'on a tous dans ce projet aussi, c'est la question de la déontologie, hein, des règles de travail, comment on travaille sur un sujet sensible, et auprès de personnes aussi qui sont dans des situations humainement souvent très difficiles, on l'a pu le voir aussi hier. Mais sans dramatiser non plus, parce que je crois que c'est important aussi justement de garder bien sûr ce regard scientifique pour montrer, hein, on est dans une recherche-action certes, mais avec un mélange aussi d'universitaires et de personnes peut-être plus, je vais dire peut-être plus militantes, on va dire ça comme ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on avait pris le temps, on avait choisi de prendre le temps, hein, c'est assez rare, ça devient de plus en plus rare dans les objets de recherche. Et donc, voilà l'articulation avec des volets. Alors ça, c'est du jargon, hein, les WP, World Package, etc. Alors, on va pouvoir peut-être regarder... c'est important, il me semble, mais les Canti et les Cali. Donc, les Cali, Nicolas va arriver, hein, médecin généraliste. Il est dans une maison de santé, justement, à Targon. Il était là hier. Ici, donc, Clara, qui est post-doctorante à temps plein, voilà, donc... qui va pouvoir aussi nous aider à débattre à temps plein, c'est important, donc en tant qu'anthropologue. Marie-Laure Pouchadon, qui est donc sociologue et qui était à l'IRTS, donc à l'Institut de travail social, ça donnait une autre culture, ça donnait une autre vision, une autre façon de travailler aussi
qui maintenant est à l'IUT, et Sherazade Kadraoui, que certains connaissent aussi, qui a fait l'IFED et qui est coordinatrice de projet. Ça nous a beaucoup aidé, parce qu'en termes aussi de culture de travail, c'est très aidant d'avoir une coordinatrice formée. Moi, j'avoue que, étant maintenant coordinatrice d'un volet, voilà, j'ai appris plein de choses. Et en même temps, professionnelle de santé aussi. Donc, on a 3 professionnels de santé. Moi, j'ai aussi une casquette, j'ai été infirmière aussi. Enfin, j'ai fait, voilà. Donc, c'est une mixité, et avec chacun aussi des objets de recherche différents. Et au quotidien, c'est important de le cultiver, justement, cultiver ces regards différents. Et ces slides avec les photos, c'est parce que quand on va dans les services, on va proposer notre recherche et on montre, et quand tout le monde ne peut pas être là évidemment, hein, parce que c'est chronophage, on individualise, on personnalise aussi, on prend le temps de se présenter de façon à pouvoir aussi avoir un meilleur accueil dans les structures qui, comme encore, enfin on en avait parlé un peu hier, sont surchargées, on le sait, la plupart. Hein. L'équipe Canty, donc les photos sont là. Donc Florence Duzon. Ouais, on est un peu plus vieux aujourd'hui en fait. Hein. Bon, on a été à la pêche aux photos qu'on a pu trouver, mais là encore, une diversité d'appartenance aussi institutionnelle, hein, et puis en termes aussi d'âge, peut-être aussi, hein, de génération, voilà. Le chronogramme, rapidement, on en est à peu près à la moitié. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses qu'on fait. Alors le Cali, le Canty, Cali c'est en jaune, le Canty c'est en bleu. En parallèle, on a évidemment un petit peu de retard, et notamment ce qui était intéressant, c'est de voir qu'à l'année 2, on se nourrit, c'est-à-dire que le Canty allait se nourrir, ça allait s'articuler pour aller faire un questionnaire de grande envergure et trouver des chiffres. Eh bien, l'intérêt, c'était de pouvoir profiter de l'expérience aussi plus exploratoire que l'on a travaillé justement dans cette première année. Donc, ce sont ces recherches que l'on va, essayer de vous présenter rapidement ce matin, vu que le temps passe très vite, je regarde l'heure. Ça, c'est un petit merci à Clara qui nous fait des super diapos, parce que là, je vous parlais tout à l'heure des générations, mais voilà un bel exemple hein, de notre geek. C'est pour montrer justement l'accès au droit, le public et le privé. Donc les structures, quand on parle de l'accès au droit commun, il y a aussi bien sûr un secteur privé, hein, il y a un secteur public, un secteur privé. Donc on a essayé de repérer comme ça, de cartographier, pour avoir un échantillon relativement représentatif, hein, parce que c'est l'objet du qualitatif, hein, des établissements publics de santé, dont les PASS qu'on voit, et qui soient mixtes. Certains sont mixtes, vous avez vu en jaune l'action sociale, et d'autres ce sont plus dans les soins de santé, etc. Et médicaux bien sûr, et puis des éléments aussi autour de la psychiatrie, par exemple, que ce ne soit pas simplement la médecine du corps, hein, bon. Voilà, pour essayer d'être le plus large possible. Dans le secteur sanitaire privé, on a travaillé beaucoup, et grâce à Nicolas et aussi au département de médecine générale, hein, qui nous a aidés aussi, bien évidemment, c'est avec les cabinets médicaux où le travail en collaboration, ou en relais, ou en... Voilà. Donc, quand on parle de cabinets aussi paramédicaux, on a par exemple, on est en train d'enquêter aussi dans un cabinet de kiné. Hein, donc, on essaye de ne pas être toujours dans les mêmes terrains qui sont parfois toujours un peu les mêmes. Ce sont toujours un peu les mêmes terrains qui sont observés dans les recherches. Et ça, je trouve que c'est très important aussi à essayer d'éviter. C'est notre responsabilité aussi d'encadrement dans les chercheurs, de ne pas inonder, surtout qu'on a des étudiants chaque année, qu'on a des... Voilà. Il faut faire attention d'avoir une vigilance aussi et un soin à nos interlocuteurs, à nos partenaires, et de façon à être bien sûr objectif, le plus objectif possible, hein, donc c'est intéressant. On va aussi dans les CCAS, à l'ACPAM évidemment pour le droit, au niveau des collectivités territoriales, du côté des mairies, hein, enfin en tout cas des missions spécialisées, et puis bien sûr en CHRS par exemple, et bien sûr dans les associations locales et un certain nombre d'ONG. Voilà. Nicolas est arrivé. Alors, globalement, rapidement, nous avons fait donc des observations hein, du côté Cali. Moi, je vais vous présenter rapidement. Donc, les observations ethnographiques, elles se passent in situ, in vivo, dans ces différents lieux soins. Et les situations, ça peut être à la fois des consultations, ça peut être aussi des séances, par exemple de prévention. On n'a pas eu d'éducation thérapeutique, mais Nicolas en fait lui-même aussi dans sa pratique à côté. Des ateliers, par exemple, des situations aussi de guichet, dans les salles d'attente évidemment, beaucoup, et puis aussi parfois des salles, des cours d'alphabétisation ou de français, etc.
Au total, pour le moment, on va compter en heures d'observation, globalement, ça fait 255, alors qu'il était prévu 135 heures. Donc on est déjà à la moitié du temps, largement au-dessus, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pour que les étudiants, vous puissiez aussi, et les collègues, vous puissiez aussi bien repérer le temps que ça peut prendre et le fait qu'on ne va pas s'arrêter parce qu'on avait dit 135. Voilà. Donc il faut être souple et la présence qu'on a surtout essayé de privilégier, c'est la présence régulière et continue sur les terrains. Et ça, c'est très exigeant, d'autant plus que pour la plupart, on est aussi enseignants, chercheurs, etc. Donc on a énormément de responsabilités à côté. Mais l'idée, c'est de saisir les réalités des structures dans leurs différences, dans leur complémentarité, et surtout de pouvoir maintenir à terme le contact directement avec les étrangers en situation irrégulière, ou qui le sont à un moment donné de leur vie, qui le tombent, par exemple, qui tombent en irrégularité, etc., de façon à pouvoir les conserver un lien le plus longtemps possible par rapport à notre méthodologie, puisque le gros problème avec les situations des personnes précaires aussi, c'est la même chose, j'avais présenté il y a 2 ans sur le Médoc, sur le Médoc, c'est les perdus de vue. C'est le fait, en plus, c'est une population qui n'arrête pas de bouger, donc, et en plus, c'est bien sûr sensible puisqu'ils sont irréguliers, donc venir comme ça enquêter sur eux, c'est peut-être aussi soit participer à la stigmatisation, bien évidemment, mais aussi éventuellement aller faire, on peut être suivi, bon allez, parlons vrai, on peut aussi nous téléphoner, la police peut aussi nous téléphoner pour savoir, pour avoir des renseignements. Moi, à la faculté d'anthropologie à la Victoire, nous avons parfois des coups de téléphone, des renseignements, etc. Bon, voilà, donc pour différentes raisons, mais c'est important, d'accord, donc je l'ai dit, voilà. Donc il y a un certain nombre d'enjeux à rester objectif. Donc très rapidement, les entretiens, on a fait aussi des entretiens, il était prévu au départ de voir les personnes 3 fois, les étrangers en situation irrégulière notamment, puisque ces entretiens, alors là c'est plutôt, celle-ci c'est sur celle des professionnels, mais je vais passer surtout sur les étrangers en situation irrégulière qui sont éligibles ou bénéficiaires. On avait prévu 90 entretiens entre Bordeaux et Paris. Pour le moment, comme on en a 75, rencontré 75, et là, vous voyez que ce sont des entretiens soit formels, soit informels. On a un petit peu comptabilisé les 2 types d'entretiens, parce que, encore une fois, c'est une méthodologie qui reste souple. Il n'est pas facile de toujours sortir l'enregistreur, évidemment, etc. Bon. Donc, la diversité des profils a été bien sûr très cultivée, et ça, c'est peut-être une différence avec la grande enquête parcours que Annabelle Degré-Duloup, par exemple, était venue nous présenter justement au séminaire de recherche il n'y a pas longtemps. Je pense que vous vouliez aussi l'inviter. Donc la grande enquête parcours qui est sortie il n'y a pas longtemps, et je vous recommande le bouquin et la méthodologie, etc. Parce qu'elle est par exemple une enquête qui est ciblée sur les Africains en France. Là, nous, c'est une enquête généraliste, donc, et qui produira donc des chiffres aussi généralistes, pour montrer justement la diversité des situations des personnes en situation irrégulière. On ne sait pas non plus qui ils sont, et nos premiers résultats montrent qu'il y a des grandes différences dans ces situations irrégulières. Voilà. À Paris, on a commencé un petit peu plus tard, mais et Paris évidemment étant très grand, c'est assez compliqué. Je passe rapidement, mais on va revenir aux professionnels. On voit aussi que du côté des professionnels, au lieu de 20 prévus au départ, on en est déjà à 77 sur Bordeaux, mais là, ça s'explique aussi par le fait que quand on entre en contact avec les structures, il nous paraît tout à fait normal et évident de pouvoir faire des entretiens. En général, ils sont plus formels avec les professionnels qui nous ouvrent la porte et qui ont énormément d'expérience aussi. Donc, on essaye d'avoir les 2 miroirs. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous laisse les slides, donc pas d'inquiétude. Ce qui est important aussi comme spécificité, c'est qu'on a essayé de voir du côté éthique. Donc il a fallu par exemple travailler énormément sur la fiche de consentement. Comment présenter, c'est pas seulement un affichage, mais c'est comment donc faire un petit flyer, et dans quelle langue, au sens pas seulement langue étrangère, mais dans quel jargon, parce qu'on est une équipe différente et on parle différemment, on a aussi notre jargon universitaire, etc. Et c'est très compliqué parce qu'il faut penser que en fait ça c'était destiné à qui ? C'est pas pour se faire plaisir, c'est toujours essayer de rappeler qu'il faut que ce soit compréhensible. Or, on vient de dire que les étrangers en situation irrégulière, c'est des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils sont très différents, avec des niveaux d'études très différents. Donc, il ne faut pas être trop infantilisant, il ne faut pas être trop, etc. C'est hyper compliqué. Déjà, rien que la première ligne. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'un exercice éthique et de traduction, parce que il faut le penser comme étant traductible par différentes personnes. Voilà. Donc, rester vigilant aux objectifs de l'enquête et en même temps ne pas se trahir nous, mais ne pas
passer à côté de ce rendez-vous incontournable qui est en début de recherche et qui va permettre l'obtention de meilleurs résultats. Donc on est bien sûr sur du qualitatif. Donc nous sollicitons un maximum les services d'interprétariat, donc soit indépendants, soit des associations, etc., professionnels, avec des débriefings, des petites formations. Et ça, surtout, ce qui était important, c'est qu'on l'avait préfiguré dans le projet. C'est-à-dire qu'il y avait des sous, on avait compté dans le budget, un budget interprétariat. Et ça, c'est assez nouveau. Parce qu'on a déposé ça il y a 2 ans déjà, hein, d'accord. Ça, c'est assez nouveau parce que souvent, les questions d'interprétariat, avant l'HAS, d'ailleurs, avant le référentiel qui est paru, bon, paraissaient être du détail. Et autre chose aussi, moi, il y a je défends beaucoup une vigilance aussi aux différentes, non seulement postures éthiques, personnelles et professionnelles. Personnelles, ça veut dire, moi, je ne me sens pas de faire ça. Donc, on le dit, on s'autorise à le dire. Hein, et que ce soit aussi entre nous, c'est-à-dire avec étudiants et enseignants, parce qu'on a aussi des étudiants stagiaires, voilà. Donc c'est se mettre un petit peu à nu, hein, entre nous, partager des choses parce que émotionnellement, c'est une enquête aussi qui est lourde. Hein. Et également des dilemmes moraux. Est-ce que qu'est-ce que je fais? Et donc c'est pour ça qu'on cultive beaucoup le passage de relais. Travailler sous des regards croisés, partager, ne pas... Voilà, apprendre à se passer le relais. Alors, je pense que ça, c'est mon travail aussi, ma casquette infirmière, peut-être, qui a aidé à développer ce type de méthode. Mais c'est important de le dire parce que c'est rare dans nos formations. Et c'est rare dans notre culture de recherche. On travaille chacun pour soi, on est souvent dans la concurrence. Hein, et ça, c'est vraiment des méthodes de recherche nouvelles qu'il me semble qu'il faut développer. Bon, on va continuer. Surtout qu'on a aussi des postures, des fois, d'accompagnants. Hein, on va accompagner, on va parfois même traduire nous-mêmes. Hein, pour certains, donc moi je travaille par exemple en persan aussi, etc. C'est compliqué, la situation peut être compliquée, donc on a besoin de ça. Les premiers résultats, c'est qu'il y a différentes temporalités à prendre en compte, ne serait-ce que notamment au niveau du montage du dossier. Par exemple, un temps, et ça l'enquête parcours l'a montré aussi, il y a un temps, par exemple, un temps zéro, c'est un temps social à part entière, ça c'est Marie-Laure qui très intéressée sur cette question dans la logique d'appropriation, c'est que déjà l'ouverture du droit, c'est déjà une victoire. Mais encore faut-il bien sûr qu'on soit au courant de ce que c'est que cette carte, parce que souvent c'est la carte blanche ou etc., etc. Donc voilà, tout est à mesurer, ce sont des premiers résultats, c'est pour ça qu'on a pointé des éléments et on les présente très rapidement parce qu'on est en train seulement de commencer à les analyser. Mais ce qu'avait montré l'enquête parcours, c'est par exemple qu'il y a l'importance d'un temps d'installation. Donc je vous renvoie vraiment à cette enquête, n'hésitez pas à aller lire les productions, parce que ça nous aide à la compréhension du fonctionnement, mais du fonctionnement des trajectoires. Donc nous, en anthropologie, comprendre les itinéraires thérapeutiques, c'est une option aussi, hein, c'est développer, c'est ce qu'on essaye de développer dans l'anthropologie politique de la santé que j'essaye de soutenir. Mais il y a aussi, bien sûr, comprendre comment eux comprennent, comment les autres comprennent, c'est-à-dire se mettre à la place d'autres pour, quand on arrive dans un pays, essayer de comprendre la complexité du fonctionnement administratif français qui est aussi donc présent dans la santé et dans le social. Hein. Et en plus par rapport aux politiques migratoires. Donc la méconnaissance par exemple du système, elle n'est pas spécifique seulement aux migrants, hein, puisqu'on voit que nos étudiants aussi découvrent qu'ils ont la sécurité sociale quand ils s'inscrivent à la fac souvent. Hein. Bon. Donc on est parfois nous-mêmes perdus, donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de prendre en compte. Et on a d'autres éléments aussi sur l'interprétariat, mais comme comment dire, bon, le temps passe très vite, je vais laisser le temps à Jérôme. Globalement, ce que je voulais simplement dire, c'est que sur l'interprétariat, sont déjà ressortis des éléments que j'avais par exemple pu observer ailleurs. Beaucoup de professionnels, l'interprétariat est multiple. Il y a bien sûr un appel aux interprètes professionnels, notamment par téléphone, mais ce n'est pas systématique, il n'y a pas tellement de protocoles qui sont proposés, hein, suivant les structures. Et très souvent, c'est plutôt l'interprète ad hoc qui est appelé, c'est-à-dire celui qui est sous la main, ou y compris un professionnel de santé au CHU, mais il n'est pas formé pour ça, hein, parce que c'est une rigueur, une exigence. Donc c'est un véritable enjeu de l'enquête, mais aussi une vraie question de recherche transversale, c'est important. Et là, avec notamment ISM, Interprète Service Migrant, on a, qui est l'organisme par téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça nous est parfaitement utile de pouvoir de temps en temps débloquer pour reprendre un rendez-vous, etc., pour fidéliser les étrangers en situation régulière. On utilise le WhatsApp, le ceci, cela, et donc ça nous demande aussi à nous
une certaine disponibilité qu'on n'a pas toujours, d'où les passages de relais, etc., c'est toujours très important de se faire aider. Et là, donc, on est en train, moi je suis en train de former aussi quelques interprètes de ISM qui vont faire eux-mêmes le protocole, donc ils sont associés à la recherche à part entière. Voilà. Et dire deux mots sur le volet quanti. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur une des diapos, en fait, il y a deux dimensions au volet quanti. Il y a une dimension travail sur les données administratives de l'assurance maladie, puisque sur les données administratives de l'assurance maladie, on peut connaître, en tous les cas sur les données locales, on peut connaître les bénéficiaires de l'AME. Donc l'objet de ce travail, ça va être un suivi des consommations de soins, une description des consommations de soins des bénéficiaires de l'AME, éventuellement description des transitions d'un dispositif à l'autre, hein, de la PUMA, de l'AME à la PUMA ou de l'AME à rien du tout. Hein. Essayer de repérer, évidemment, ça sera une étude uniquement sur les bénéficiaires, hein, donc ça nous apportera des informations uniquement sur les bénéficiaires, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on a fait assez régulièrement avec mes collègues parisiens, de travailler sur ces données de l'assurance maladie. Donc on va essayer de produire de l'information. Alors cette information, elle est produite, mais elle est difficilement accessible, hein, comme c'est des sujets sensibles. Hein. Évidemment, l'assurance maladie fait ce travail. Mais c'est très difficile d'obtenir l'information désagrégée. Hein. On a dans les rapports parlementaires des informations très générales, parce que les parlementaires ont le pouvoir de demander à l'assurance maladie d'avoir ce type d'informations, hein, ou certaines administrations ou agences ont ce pouvoir-là, mais après avoir des informations détaillées qui soient diffusables, ben, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est pas si facile que ça. Donc l'objet, ça sera déjà de publier une information assez large, descriptive des bénéficiaires, donc ça sera très partiel, mais je pense que c'est important. Donc ça, c'est la première partie dont je ne vais pas parler maintenant. Je vais parler sur ce qui était strictement parlé, le volet quanti, hein, dans la diapo précédente. Donc c'est l'enquête qu'on souhaite mener sur les étrangers en situation irrégulière, donc sur les objectifs de cette enquête. Alors évidemment, là où l'interaction est la plus forte, et on espère qu'elle le sera vraiment, c'est sur la construction du questionnaire, sur la réflexion sur le protocole dont je vais dire deux mots. Là, c'est vraiment que l'interaction, et méthodologiquement, elle est très forte sur tout le reste, mais méthodologiquement, c'est sans doute là qu'elle est la plus importante. Alors sur les questions posées, je vais aller assez vite parce qu'on les a déjà dites, hein, il y a deux grands types de questions, on l'a dit au départ, hein, une question sur l'accès au droit et une question sur l'utilisation du droit. Voilà, je vous rappelle ça, c'est un peu les deux grandes questions. Alors par rapport au volet quali, le quanti, c'est d'avoir des informations qui soient représentatives de quelque chose. C'est un peu le grand objet. Hein. Autant dans le quali, vous cherchez plutôt la diversité des parcours, hein, vous cherchez la diversité. Nous, quand on fait du quanti, c'est avoir essayer de moyenniser, d'avoir des ordres de grandeur, des types de parcours. Donc, c'est évidemment un objectif très différent, mais qui complète évidemment le premier objectif plus qualitatif. Alors, sur les défis méthodologiques, qui sont innombrables, hein, j'en cite. Le premier majeur, c'est que si on veut être représentatif de quelque chose, il faut connaître la population dont on veut être représentatif. Et bien sûr, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas dans une enquête. On se base sur des registres de l'INSEE, on se base sur... ou alors on enquête des pâtés de maison, donc on sait qu'on est représentatif de cet pâtés de maison tiré au sort. Donc on a une base de sondage, on a quelque chose sur lequel se fonder. La grande difficulté de ce type de population, alors on n'est évidemment pas les seuls à avoir travaillé sur ce type de population, ou sur ces populations en premier lieu, mais donc on ne va pas citer toutes les enquêtes qui ont été faites en France notamment ou à l'étranger, mais évidemment c'est une grosse difficulté, c'est représentatif de quoi? Donc, bien entendu, on ne peut pas être représentatif des étrangers en situation régulière, tel moi en France. Évidemment, c'est inaccessible. Donc, on va restreindre notre ambition, nécessairement. On la restreint de deux façons. D'abord sur les lieux, hein, comme vous l'avez vu, hein, pour des raisons tout à fait contingentes, à nos équipes de recherche, on se concentre sur deux lieux, Bordeaux et Paris. Paris intramuros, hein, puisque Paris c'est gigantesque. Hein. Paris intramuros, et bon, ça c'est la première restriction. La deuxième restriction, c'est qu'on va chercher à être représentatif d'étrangers en situation irrégulière qui fréquentent certaines structures. Alors structures au sens très large du terme, hein, c'est pas forcément des structures compagnons sur rue, hein, on emploie ce terme, mais il ne faut pas en avoir une acception trop étroite. Des structures d'aide d'entraide dans lesquelles les étrangers en situation irrégulière sont susceptibles de passer. Donc on va chercher à être représentatif de ça. Donc, on va dire oui, mais bon, et alors bon, on peut penser que malgré tout, une partie de cette population-là, enfin une bonne partie de la population qui nous intéresse, fréquente ces types de lieux, donc on sera représentatif de cette population qui fréquente ces lieux. C'est sûr que des migrants en situation régulière installés, entre guillemets, hein,
qui ont un logement ordinaire, qui ne sont pas malades, qui ont un travail. Ceux-là, il y a de bonnes chances qu'on ne les repère pas dans notre étude. Hein. C'est sûr. Tous les migrants en situation régulière installés, entre guillemets, ceux-là, on ne les repérera pas. Ça, c'est une certitude dans l'enquête. Alors, une enquête sur strictement sur la population qui nous intéresse, il y en a une qui a existé, qui a été faite par le DRES, et qui s'était concentrée sur les lieux de soins. Hein. Essentiellement, uniquement même sur les lieux de soins en région parisienne. D'ailleurs, elle a été très peu exploitée, hein, cette enquête. Hein. C'est un peu un mystère. Hein. On a cherché à obtenir les données, on ne les a toujours pas. On espère les avoir. C'est une année de la fin des années 2000. Il est extrêmement peu exploité. Il y a eu un 4 pages et un 10 pages de l'adresse. On n'a trouvé rien d'autre tiré de cette enquête. Donc c'est une enquête qui était méthodologiquement solide, mais elle était sur les lieux de soins. Donc, pour vous dire, dans l'échantillon, il y avait 50% de femmes enceintes. Donc là, on se voit qu'on n'est absolument pas représentatif, hein, parce qu'on est passé par les lieux de soins, on n'est absolument pas représentatif de la population, des étrangers en situation irrégulière à Paris à cette époque. Donc notre objectif, c'est de prendre uniquement certains lieux de soins, hein, donc on va vous dire les passes et les lieux de soins les lieux de soins des associations, les CASO en particulier. Et puis tous les autres, alors on ne va pas faire la liste, hein, je vais en dire deux mots, mais tous les autres lieux d'aide ou d'entraide. Hein, donc absolument pas se focaliser sur les lieux de soins. Alors juste, le problème méthodologique qui se pose crucial, c'est quand les migrants fréquentent plusieurs lieux. Hein. Ça crée des problèmes de représentativité, on est obligé de pondérer en fonction du parcours des migrants dans les différents lieux. Donc ça c'est une grosse difficulté méthodologique qui a déjà été étudiée dans la littérature, mais qui a une vraie complexité. Et on doit obtenir de l'information sur les parcours des personnes qu'on interroge. On est obligé de leur demander est-ce que vous êtes passé par tel ou tel lieu pour essayer de redresser notre échantillon pour être justement approché cette fameuse représentativité. Et donc ça nous demande une connaissance fine des parcours, et c'est là que le lien avec la partie Cali est très précieuse, hein, pour essayer de comprendre, pour poser les bonnes questions. Hein. Évidemment, on ne va pas pouvoir poser, si on enquête 50 lieux, on ne va pas pouvoir demander aux personnes qu'on interroge si elles ont fréquenté chacun de ces lieux. C'est évidemment pas imaginable dans une enquête. Donc il va falloir qu'on pose des questions qui soient suffisamment peu nombreuses et suffisamment précises pour qu'on puisse redresser de manière pertinente notre échantillon. Donc ça, c'est un gros... On est en cours de réflexion. Hein. Oui, j'essaie de finir dans les 2 minutes. On est en cours de réflexion, mais c'est vraiment méthodologiquement un des points centraux, et on voit que le terrain Cali peut nous aider à être plus pertinent dans la façon dont on va chercher à redresser. Bon, on a l'ambition d'un suivi longitudinal, mais là on sera plus dans l'exploratoire qu'autre chose. On va voir si ça marche, on va essayer de plusieurs façons. Mais ça sera plutôt de l'exploratoire, même si l'ensemble est assez exploratoire, cette partie-là le sera encore plus. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette diapo. Donc voilà, en termes un tout petit peu plus techniques, c'est un échantillonnage à 2 degrés. C'est-à-dire qu'on va faire une cartographie, grâce notamment à l'étude Cali, une cartographie de tous les lieux qui nous intéressent, tout est exhaustif, hein, à Bordeaux et à Paris intramuros, exhaustif. Et une fois qu'on aura cette cartographie exhaustive, de tirer au sort, donc il y aura 2 tirages au sort, hein, un tirage au sort des structures qu'on va enquêter, et un deuxième niveau qui ne sera pas vraiment un tirage au sort, mais qui sera un tirage au sort un peu empirique des personnes qu'on va enquêter sur chacun des lieux, hein, pendant une période de temps donnée. Donc c'est un échantillonnage qu'on appelle à 2 degrés. Sur le questionnaire, là aussi les interactions avec l'étude Cali sont extrêmement nombreuses et fructueuses. Bon, je vais passer assez vite, la question des langues est centrale. Hein. C'est un des défauts de certaines enquêtes qui ont été faites en France, c'est qu'il n'y avait pas recours à la traduction. Donc, quand vous n'avez pas recours à la traduction, forcément vous êtes éminemment biaisé, hein, sur les questionnaires. C'est une des très grosses difficultés. Il y a une difficulté pratique et une difficulté financière. Hein. C'est qu'évidemment, on ne va pas pouvoir avoir 10 interprètes en 10 langues ou en 15 langues qui suivent les enquêteurs. Évidemment, c'est absolument pas imaginable. Donc la solution la plus simple, c'est évidemment de traduire les questionnaires. Si on traduit les questionnaires, la question se pose de est-ce que les personnes sont en capacité toutes les personnes sont en capacité de lire les questionnaires. Donc on a pensé à des questionnaires audio. Je ne sais pas si on le fera parce que c'est compliqué et que c'est cher et qu'on doit rentrer dans l'enveloppe budgétaire, mais c'est une vraie question. Sur les dimensions enquêtées, vous les avez sous les yeux, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est pas exhaustif, mais j'imagine que vous avez tous ça à peu près en tête. Il y a 2 questions qui se posent un peu éthiques. C'est la question
de l'information sur les droits, on a dit que c'était de la recherche-action, donc évidemment on ne va pas enquêter les personnes et partir comme ça, il va falloir qu'on trouve un moyen de transmettre de l'information qui puisse leur être utile, d'accord, en même temps que du passage d'enquête. Donc ça, il faut qu'on progresse là-dessus, on n'a pas encore les idées complètement claires sur l'aide qu'on va pouvoir réellement apporter aux personnes qu'on enquête, ou en tous les cas en termes d'information, puisse leur être utile. Donc une information sans doute qu'il va falloir, enfin voilà, ça ne sera pas la même à Bordeaux, à Paris bien sûr, mais éventuellement faire différents degrés d'information. Et dernier point, et j'en finis, c'est la question de la compensation. Hein. Est-ce qu'on va compenser, c'est-à-dire donner par exemple des bons d'achat aux personnes enquêtées pour avoir un taux de retour suffisant? Bon, c'est une question extrêmement débattue dans la littérature, on n'a pas encore tranché sur cet aspect-là. Voilà un panorama rapide des questions méthodologiques qui se posent. Juste pour terminer, quelques éléments de valorisation et juste pour montrer la co-construction de livrables. Par exemple, un anthropo-guide a été conçu avec les étudiants du Master Santé, Migration, Médiation. Ça fait 2 ans qu'on les fait travailler avec Clara sur la question de la santé reproductive en migration, et ce guide serait destiné à des professionnels pour mieux accompagner. Ça illustre, par exemple, justement les enjeux qu'on a, voilà, qu'on a soulevés tout à l'heure, et on essaye de travailler avec des personnes, les cartes sensibles qui ont pu être faites aussi dans un centre social, dans le cadre d'ateliers de sociolinguistique, d'ASL, pour essayer de percevoir comment des personnes elles-mêmes voient leur quartier, bougent, ont des besoins, etc. Ça fait partie aussi du fait de donner la parole aussi aux personnes qui sont l'objet, entre guillemets, de l'enquête. Merci beaucoup. On est désolé parce qu'il fallait faire vite. J'espère qu'on n'a pas trop débordé. Et puis on est ouvert avec toute l'équipe est là, donc n'hésitez pas. Merci.